Europod. Éveille ta ville. Le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition. Vous voulez contribuer à protéger la planète, mais vous ne savez pas par où commencer? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Hildegarde. Et moi, c'est Kelly. Nous sommes journalistes et pendant 5 mois, on a parcouru l'Europe en transport en commun. Notre objectif, documenter des solutions concrètes pour faire face aux crises écologiques et sociales et leur permettre de traverser les frontières. De l'Allemagne au Portugal, en passant par l'Italie, l'Espagne et la Roumanie, on vous emmène à la rencontre de citoyens, d'associations, de chercheurs, d'entreprises et d'institutions qui façonnent les villes de demain. Pour notre 19e épisode, nous sommes toujours au Portugal, l'ultime pays de notre tour d'Europe. Dans l'épisode précédent, on a beaucoup parlé nourriture, en vous présentant l'initiative redoutablement efficace pour lutter contre la précarité et le gaspillage alimentaire. Dans l'épisode de la semaine, on ne parle plus nourriture, mais boissons. On vous explique les menaces qui pèsent sur l'eau potable qui sort de nos robinets et comment la recherche se mobilise à l'international pour qu'on puisse continuer d'accéder à une eau sûre. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Jean-Claude Van Damme et moi, on ne vous apprend rien si on vous dit que l'eau, c'est la base de la vie humaine. Mais est-ce que vous savez que dans le futur, elle risque de se faire de plus en plus rare, même en Europe ? Qu'elle deviendra potentiellement dangereuse pour la santé humaine et les écosystèmes. Avant de vous expliquer pourquoi, sachez que des chercheurs et des chercheuses se mobilisent à travers toute l'Europe pour préserver l'accès à une eau potable de qualité. Depuis novembre 2022, un consortium d'universités et d'entreprises réunissent leurs connaissances et leur pouvoir d'action dans un programme de recherche international nommé H2O for All. Ce programme, qu'on pourrait traduire par « de l'H2O » ou « de l'eau pour tous » en français, vise à analyser et améliorer la qualité de l'eau du robinet. Il est financé par la Commission européenne. Pour en savoir plus, on rencontre Rui Martins, le coordinateur de H2O for All. On rejoint ce professeur d'ingénierie chimique dans son bureau à l'université de Coimbra. Et, hasard du calendrier, notre interview se déroule lors de la Journée mondiale de l'eau. Ça ne s'invente pas. D'abord, je tiens vraiment à souligner une chose. L'eau potable qu'on trouve au Portugal et en Europe est sûre pour la consommation. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème sanitaire avec l'eau du robinet. Par contre, il faut penser à l'avenir. C'est justement l'objectif de notre projet de recherche. En fait, le problème, c'est que les pollutions générées par les ménages et les industries vont augmenter, et avec elles, la quantité de micro-organismes présents dans notre eau. Idem avec le dérèglement climatique et les sécheresses qu'il va provoquer, la quantité et la qualité de l'eau de source va diminuer. Car quand on réduit le volume d'eau disponible, la concentration en polluants augmente. À l'avenir, on aura donc besoin de désinfecter encore plus l'eau pour qu'elle reste potable. Hormis les sécheresses, l'aggravation du dérèglement climatique va avoir d'autres conséquences sur la ressource en eau. Vous le savez peut-être, les vagues de chaleur contribuent à la formation d'algues, qui libèrent des toxines nocives pour l'humain et les animaux. Vous avez, j'imagine, déjà entendu l'exemple des algues vertes en Bretagne. L'hydrogène sulfuré qu'elles libèrent aurait déjà tué 3 personnes. Et puis, les feux de forêt dégagent des particules qui contaminent les sources d'eau. En résumé, les phénomènes climatiques extrêmes nuisent à la qualité et à la quantité de l'eau potable. Le problème, c'est qu'on s'attend à ce que les événements extrêmes deviennent de plus en plus intenses et fréquents. Et moins bonne sera la qualité de l'eau, plus lourd et potentiellement dangereux sera le processus chimique pour la désinfecter. On le sait, quand on veut obtenir de l'eau potable, l'un des principaux enjeux, c'est d'éliminer les bactéries et les micro-organismes présents dans cette eau une fois qu'on l'a prélevée à la source. Pour ça, on utilise des désinfectants. Le désinfectant le plus répandu, c'est le chlore. Le problème, c'est que le chlore interagit avec les matières organiques qui sont dissoutes dans l'eau. Au cours de ces réactions, il se forme alors ce qu'on appelle des sous-produits de désinfection. Pour faire simple, on va les appeler SPD. À l'heure actuelle, les SPD ne posent pas problème, car ils sont encore présents en petite quantité. Mais dans le futur,
Si on fait face à davantage de contamination, on aura besoin d'utiliser beaucoup plus de chlore pour traiter notre eau. On prévoit donc une augmentation des sous-produits de désinfection, à la fois en quantité et en complexité. Le souci, c'est que ces SPD poseront potentiellement des problèmes sanitaires s'ils s'accumulent en trop grande quantité dans l'eau. Ils pourraient se révéler dangereux pour les écosystèmes, mais surtout dangereux pour notre santé à nous, les humains qui consommons l'eau du robinet tous les jours. Et c'est précisément là qu'intervient le projet H2O for All. Le projet a 3 objectifs. Le premier, comprendre le comportement des sous-produits de désinfection, c'est-à-dire déterminer comment ils sont formés et dans quelles conditions. Deuxième objectif, découvrir comment ces SPD interfèrent avec la santé humaine, dans quel cas ils peuvent provoquer des maladies. Fait peu rassurant, certains SPD sont déjà répertoriés comme cancérogènes. L'enjeu, c'est d'identifier lesquels sont les plus toxiques pour l'humain et l'environnement, lorsque présents en grande quantité. Enfin, dernier objectif, réduire au maximum la présence des SPD dans notre eau. Ça passera par une partie sensibilisation du public et des décideurs politiques, mais aussi par des procédés techniques pour nettoyer l'eau. À quoi ressemblent ces solutions techniques, concrètement ? Rui Martins nous présente les petits bijoux de technologie qui devraient permettre de nous aider à conserver notre or bleu potable. On développe des technologies pour éviter la formation des sous-produits de désinfection dans l'eau, mais aussi pour enlever ces SPD une fois qu'ils sont présents. Pour ça, on travaille sur 3 aspects. Le premier, c'est dépolluer au maximum l'eau de source. Car qui dit moins de polluants dans l'eau, dit moins de matière organique qui favorise la formation de SPD pendant la phase de désinfection. Pour enlever les polluants, on conçoit des matériaux qui fonctionnent comme des absorbants. Ce sont des matériaux solides qui capturent les molécules de polluants présentes dans l'eau pour les fixer sur leur surface. On développe aussi des catalyseurs pour décomposer les polluants en CO2 et en eau grâce à un processus d'oxydation. Ensuite, il y a l'étape de désinfection. L'un de nos premiers partenaires, en Israël, teste l'utilisation de rayons UV pour désinfecter l'eau. Ça permettrait de limiter les quantités de chlore qu'on utilise pour désinfecter afin de générer moins de SPD. Troisième objectif du projet, si on n'arrive pas à empêcher totalement la formation des SPD, on veut utiliser une technologie qui les enlève au maximum de l'eau avant qu'elle n'atteigne nos robinets. Pour cette étape, on utilise aussi des absorbants et des catalyseurs. Avec, on tente d'enlever les SPD de l'eau une fois qu'ils sont formés. Voilà pour la partie technique du projet. Petit problème sur les catalyseurs, toutefois, les scientifiques ne savent pas encore s'ils ne vont pas générer d'autres sous-produits indésirables qui pourraient impacter l'eau. Bon, peut-être que ça peut paraître un peu technique tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, Rui Martins et ses équipes ont tout prévu pour rendre les choses un peu plus concrètes pour les gens comme nous qui n'emmènent pas large en physique-chimie. On pénètre dans l'un des nombreux laboratoires de l'université. Au milieu des paillasses immaculées, on rencontre Inès Rock, doctorante en génie chimique qui participe au projet H2O for All. La jeune femme nous a mis de côté le dispositif qu'elle et l'équipe utilisent pour montrer au grand public comment fonctionne leur technologie pour purifier l'eau des sous-produits de désinfection. Face à nous, un ensemble de tubes en verre reliés à une fiole emplie d'un liquide d'un bleu éclatant. Inès nous explique ce dont il s'agit. Le flacon que vous voyez là est rempli d'une solution de bleu de méthylène. Il va nous permettre de rendre visible l'invisible. Comme les sous-produits de désinfection sont imperceptibles à l'œil nu, on utilise du colorant pour montrer qu'il s'agit d'eau contaminée. Ensuite, grâce à une pompe, on fait passer cette eau polluée à travers le matériau qu'on a développé. La technologie qu'évoque Inès, c'est un aérogel à base de silice, un matériau dit adsorbant. Rappelez-vous, on en a parlé tout à l'heure, le rôle d'un matériau adsorbant, c'est de capturer sur sa surface les SPD présents dans l'eau pour la purifier. Maintenant, j'allume la pompe. Comme vous pouvez le voir, la solution bleue commence à remonter dans les tubes. L'eau arrive jusqu'à la colonne, dans laquelle on voit les gouttes d'eau se former. L'eau traverse l'aérogel et à la fin, on obtient une eau transparente. Sous nos yeux, des gouttes d'eau claire s'écoulent dans un flacon.
On n'y perçoit plus aucune trace du colorant bleu qui permettait de signaler la présence des SPD. L'expérience a donc réussi, l'eau est décontaminée. Le point négatif, c'est que pour le moment, les aérogels sont à usage unique. Mais l'équipe travaille à fabriquer un matériau qui serait réutilisable en étant capable de se régénérer tout seul. Après cette expérience, on retourne échanger avec Rui Martins. Le coordinateur d'H2O4All nous livre quelques précisions sur la dimension internationale de ce projet de recherche. Pour cause, 18 partenaires universitaires et entrepreneuriaux participent, le tout réparti sur 10 pays, et avec l'université de Coimbra comme leaduse du consortium. Le chercheur nous explique, par exemple, que l'université allemande d'Ulm, l'un de leurs partenaires, développe des capteurs pour identifier les différents types de SPD présents dans l'eau et mesurer leur concentration. Ces capteurs sont en ce moment testés au Portugal sur le site pilote d'Aguas Coimbra, le distributeur d'eau potable de la ville de Coimbra. L'objectif de ce test, évaluer l'efficacité des capteurs dans des conditions réelles de distribution d'eau. Les premiers résultats sont concluants, mais davantage d'expériences sont nécessaires pour affiner cette technologie. Ces capteurs seront connectés à une plateforme de gestion en ligne développée par Iris, une entreprise partenaire espagnole. Cette base de données devrait permettre de repérer les pics de SPD pour mieux pouvoir les réguler. Une alarme permettra d'avertir le service de traitement des eaux qui pourra alors déclencher des procédures d'urgence. L'idée, c'est aussi que certaines données puissent être consultées par la population pour connaître la qualité de l'eau en temps réel. Un peu comme les cartes de l'air qui existent déjà et qui permettent de se renseigner sur la pollution atmosphérique. À propos d'implications citoyennes, en Angleterre, l'université de Leeds mène des études sur les comportements humains qui affectent la qualité de l'eau. On vous donnera des exemples de l'impact que vous et moi avons sur l'eau un peu plus tard. Cette université prévoit ensuite de développer une application pour sensibiliser les personnes à leur façon de consommer. À un peu plus d'une centaine de kilomètres, l'université de Leicester développe des modèles pour prédire la toxicité de certains SPD sur la base d'informations antérieures. Des modèles que l'université de Coimbra met actuellement à l'épreuve par le biais de plusieurs expériences. Encore plus au nord, en Suède, le Royal Institute of Technology développe des adsorbants à partir de matériaux naturels, comme les sciures de bois générées par la gestion des forêts. Toujours en Suède, le Swedish Environmental Research Institute se penche sur la question du cycle de vie et de l'impact des technologies qu'on a mentionnées tout au long du reportage. Leur mission, en gros, c'est de vérifier que l'empreinte carbone des solutions mises en place dans le cadre du projet ne va pas se révéler pire que l'impact des SPD dans l'eau. Enfin, aux Pays-Bas, l'université de Twente cherche si des variables, comme le pH de l'eau, ont un lien avec la formation de SPD. Voilà pour la description loin d'être exhaustive des partenaires internationaux qui œuvrent à maintenir notre eau potable dans le futur. La preuve qu'une coopération à l'échelle internationale est nécessaire pour relever l'un des plus grands défis de notre époque. Pour ça, justement, le travail de sensibilisation sera clé. On ne peut pas compter uniquement sur les inventions des experts et des expertes. Pour que leur découverte ait un impact, il faut qu'elles essaiment en dehors des laboratoires. L'Europe réfléchit à une nouvelle législation concernant l'eau potable. C'est un sujet qu'elle veut traiter avec soin. Mais pour ça, elle a besoin d'informations. Des informations qu'on récolte dans H2O for All, mais aussi dans d'autres projets de même nature. En tout, 7 projets jumeaux sont maintenant regroupés au sein de Zero Pollution for Water, un cluster dont l'objectif est de rassembler tous les savoirs accumulés par les différents projets partenaires. L'enjeu, c'est de parvenir à un document formulant des recommandations pour la Commission européenne afin que nous puissions interférer dans l'élaboration des nouvelles réglementations concernant l'eau potable. Impacter la politique, c'est l'un des principaux objectifs d'H2O for All et des projets similaires. Mais la communication est une mission tout aussi importante. Impliquer les gens au projet, c'est indispensable. Tout le monde doit savoir quels sont les problèmes liés à la pollution de l'eau. C'est seulement comme ça qu'on pourra faire changer les comportements néfastes et protéger la chaîne de l'eau de manière holistique. Ces recommandations pour la Commission européenne seront publiées fin 2025 au terme du projet H2O for All. En attendant, pour communiquer, les membres du projet ont produit une synthèse à destination des décideurs politiques, des régulateurs et des services de traitement des eaux.
Ils mènent plusieurs ateliers de sensibilisation ouverts à toutes et tous. Ils ont également organisé 3 webinaires en collaboration avec des scientifiques, des investisseurs et des décideurs politiques, le tout ouvert au grand public. Il y a quelques instants, Rui Martins a mentionné des comportements néfastes pour l'eau. On l'a expliqué au début de l'épisode, le dérèglement climatique augmente les risques de contamination de l'eau. Et bien sûr, le secteur industriel et ses rejets dans les canalisations et en milieu naturel participent à ce triste tableau. Mais selon le chercheur, ce sont les contaminations issues des ménages qui pèsent le plus lourd dans la balance. L'opinion publique commence tout juste à se saisir de la question des polluants éternels. Mais les produits pharmaceutiques, les antibiotiques, les produits d'hygiène, ils contiennent tous des molécules très complexes que les stations d'épuration des eaux usées échouent déjà à traiter dans leur intégralité. Et ça ne va pas s'arranger avec l'augmentation de la population mondiale. Le problème, c'est que ces composés sont tellement complexes qu'ils ne vont pas se dégrader naturellement, mais s'accumuler. Pour l'instant, les concentrations sont très faibles, ce pourquoi notre eau du robinet est parfaitement potable. Mais, comme nous l'a expliqué Rui Martins, le système est fragile. Si on ne fait rien, on pourrait s'exposer à de lourds risques sanitaires une fois les sous-produits de désinfection présents en masse dans nos carafes d'eau. Alors je sais, les secrets de nos canalisations, à première vue, ça peut paraître très loin de notre quotidien. Pourtant, il y a plusieurs habitudes qu'on peut mettre en place pour polluer l'eau le moins possible à notre échelle. La première chose à faire, c'est essayer de dédier la bonne eau aux bons usages. C'est une question complexe qui nécessite des changements dans la structure de sa maison, mais on ne peut plus continuer à utiliser de l'eau désinfectée pour tirer la chasse. C'est aberrant de gaspiller une eau si précieuse, avec un niveau si élevé de qualité pour cette utilisation. Quand on prend une douche ou un bain et qu'on laisse couler l'eau en attendant qu'elle chauffe, on peut recueillir cette eau dans un contenant. Elle peut ensuite servir à remplir sa chasse d'eau, par exemple. Si possible, on peut aussi se mettre à récupérer l'eau de pluie pour arroser les plantes et autres. Dans la maison, il faut privilégier le lave-vaisselle à la vaisselle à la main qui consomme moins d'eau. Autre habitude à prendre, utilisez le lave-linge avec parcimonie et une fois rempli, au maximum de sa capacité. Et bien sûr, il faut faire attention avec les contaminants. Par exemple, on ne devrait jamais laisser des produits chimiques atteindre nos égouts. Je pense notamment aux détergents chimiques, mais aussi aux produits pharmaceutiques que l'on n'utilise plus, qui doivent être apportés en pharmacie pour être recyclés. Idem, la plupart des gens jettent encore leurs huiles usagées dans les canalisations. C'est très problématique. En fait, les huiles diminuent les capacités de traitement des stations d'épuration, en asphyxiant les bactéries chargées d'épurer les eaux. En résumé, il faut donc veiller à la salubrité de l'eau, réduire la quantité de produits chimiques qu'on utilise et, bien sûr, réduire, recycler et réutiliser l'eau autant que possible. Et outre l'échelle individuelle, Rui Martins souligne l'importance de mettre en place des régulations plus strictes pour encadrer la pollution des eaux. Selon lui, il faudrait que les responsables soient amenés à mettre la main au portefeuille pour financer en partie des technologies comme celles que développe H2O for All pour dépolluer l'eau. D'après lui, même si le problème est encore devant nous, il est absolument urgent d'agir dès maintenant. En tant que chercheur, mon regard est tourné vers l'avenir. Parce que même si l'eau que nous buvons aujourd'hui est tout à fait potable, ça ne sera plus forcément le cas dans 10 ans si on ne fait rien pour limiter les contaminations. Car le changement climatique est déjà là, il étend déjà chaque jour un peu plus le niveau de contamination des eaux. C'est donc dès maintenant qu'il faut agir pour anticiper l'aggravation du problème et conserver une eau potable dans le futur. Et c'est déjà la fin d'Éveille ta ville. Dans cet épisode, vous avez découvert comment la science se mobilise à travers l'Europe pour sauver l'eau du robinet des conséquences du dérèglement climatique et de la consommation humaine. Vous savez aussi ce que vous pouvez faire, à votre échelle, pour participer à cet effort de la plus haute importance. Notre prochain épisode sera aussi le dernier de cette toute première saison d'Éveille ta ville, hors des sympathiques petits bonus qu'on vous a concoctés, bien sûr. À cette occasion, on vous emmène à la rencontre d'un média unique en son genre, qui sort de son rôle de spectateur de l'actualité pour soutenir la création de projets écologiques et solidaires sur son territoire. Sa mission, transformer ses lecteurs en porteurs de projets engagés. Croyez-moi, ça vaut le détour.
Si vous avez aimé cet épisode, prenez quelques instants pour nous laisser un j'aime ou 5 étoiles selon la plateforme d'écoute que vous utilisez. Si vous êtes vraiment extra, vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire pour nous encourager à poursuivre ce travail d'information accessible gratuitement. Pensez aussi à vous abonner à Éveille ta ville pour ne pas manquer le prochain épisode. Et si vous avez des proches qui souffrent d'éco-anxiété ou qui veulent agir pour la planète et la société, c'est le podcast à leur transmettre. Enfin, pour découvrir les photos du reportage que vous venez d'écouter et encore plus de contenu exclusif, visitez notre Instagram @aether.narratio, aether.nawratio. Merci à celles et ceux qui prendront le temps de faire ne serait-ce que l'une de ces actions, ça nous aide énormément. À lundi prochain dans Éveille ta ville, le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition.